Dans cette vidéo, je vais faire le bac 2007, le bac que moi j'ai passé, et bien sûr, je vais essayer de lui attribuer un petit classement. On va voir, donc le petit bac 2007, j'ai préparé ça. Est-ce que par rapport au sujet 0 2024, par rapport au sujet 2023, qui était une cata totale, ou au sujet 2024, sujet 1 et 2 de Métropole, est-ce qu'il va faire mieux? Est-ce que mon bac était également un peu trop facile? Indice, il y avait pour la première fois en 2007 un QCM qui n'avait pas de points pénalisants. Est-ce que ça le rend complètement nul ou est-ce qu'il était encore au niveau? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans la vidéo. Hello, j'interromps ta vidéo 30 secondes pour te dire qu'avec une super équipe d'ingénieurs et une super équipe de profs, on a réussi à combiner le meilleur de l'intelligence artificielle d'un côté, des cours particuliers de l'autre, pour faire un produit qui s'appelle Studio, que tu peux trouver en application sur l'iOS ou l'Android Store, ainsi que sur le web à studio.app. L'idée, c'est une application qui répond à toutes tes questions de maths, étape par étape, te donne du contenu adapté à tes questions, des flashcards, des QCM, ainsi que des centaines et des centaines de vidéos enregistrées par nos meilleurs profs, qui couvrent de la seconde à la terminale, le bac, ainsi que la sup en maths et en physique. Télécharge, essaye, et je te retrouve pour la vidéo. On va regarder un peu le sujet. Donc, hop, on démarre. Analyse du sujet. Donc, premier truc, exercice 1. Commun à tous les candidats. Un espace... Enfin, on est dans l'espace. Géométrie dans l'espace avec quoi? Des plans, une droite, et on vous demande des trucs. Bon, ça va être gérable, pas très compliqué, 3 points. J'avance juste un petit peu. Celui que j'ai teasé, j'ai fait un petit teasing sur la chaîne YouTube, l'exercice de intégration. Donc, vous avez la question de cours, donc ils appelaient ça ROC à l'époque, restitution organisée, donc une démonstration, la formule des intégrations par partie, ok. Puis un exo, je sais pas si vous voyez bien, puis un exo comme ça. Un exo qui est intéressant parce que c'est pas des choses faciles, bon, ça va tout seul, vu qu'on vous a dit qu'il y avait intégration par partie ici, vous savez quoi faire normalement, mais c'est un peu rigolo, voilà. On fait une espèce de résolution d'intégrale en utilisant les deux intégrales à la fois. C'est classique, mais c'est sympa. Exercice 3, alors attention, c'est le vocabulaire de 2007. Comme j'expliquais tout à l'heure, il n'y avait pas de maths expert, il y avait spé maths, spé physique, spé biologie, et donc ceux qui n'ont pas fait la spécialité avaient des complexes, mais des complexes simples. Tout le monde avait des complexes, mais c'était des complexes plus simples, entre guillemets. Donc on a des complexes un peu algébriques, bon, on va le faire, on va regarder, avec un petit peu de géométrie, il y avait quand même des rotations, des trucs comme ça. Exercice 3, c'était maths experte de l'époque, donc moi j'avais fait cet exercice-là, en l'occurrence, vous deviez choisir le bon exo selon la spécialité. Moi j'avais fait SP maths. Donc, il y a ce truc-là que je vais pas faire aujourd'hui parce que c'est des trucs qui sont vraiment plus au programme. Des trucs de similitude, en gros, des espèces de mélange de rotation, de translation, tous ces trucs-là. Donc c'est intéressant, mais c'est vraiment plus au programme. Je suis même pas sûr qu'on prépare en fait ça. Donc ça saute. Ensuite, un QCM. Un QCM, et apparemment, on a des études statistiques, des probas. Donc le QCM, hop, j'ai laissé quelques pages pour écrire ici. Le QCM, c'est en gros des probas. Donc on va le faire, ça va être simple. Je me souviens du scandale qui avait été lancé à l'époque. C'était la première année, 2007, depuis pas mal d'années, enfin la première fois qu'il y avait un QCM dont les réponses fausses n'apportaient aucune pénalité. C'est-à-dire que si vous aviez un truc faux, eh ben, c'était juste 0. Normalement, un QCM, je sais pas si vous êtes au courant, mais un QCM en général, c'est pour pas encourager les gens à mettre n'importe quoi, genre un truc au pif, ben, on les punit s'ils ont faux. Donc on disait en fait -1. T'avais 1 si tu répondais correctement, -1 sinon, et donc ça te forçait à dire je réponds pas, plutôt que de prendre un tir au hasard, quoi. Voilà. Donc ça avait fait scandale. Je me souviens de voir ma prof de maths en sortie d'épreuve dans les couloirs, irritée comme pas possible, que le niveau chute, qu'on soit dans cette décadence pas possible, il n'y a même pas de points négatifs, c'est honteux. Oui, bon, hein, les enfants, je suis content pour vous, vous avez réussi, c'est très bien, vous allez tous avoir des bonnes notes, mais c'est quand même scandaleux, je vais appeler le ministère. C'était très très énervé. C'était une excellente prof dont j'ai gardé un très bon souvenir. Elle était un peu ancienne, elle était pas vieille spécialement, mais elle était un peu rude dans ses méthodos, mais elle était vraiment... Bon, elle avait du mérite, quoi. Elle nous faisait bosser, elle nous faisait beaucoup de DM, elle corrigeait tout le temps ses trucs. Un DM par semaine, ça rigolait pas. Elle était top. Donc voilà, QCM où on perd pas de points, bon, c'est comme ça, hein. C'est le début de la fin. Et enfin, exercice 5, on a une fonction un peu dégueu avec du log, et en gros, bon, des propriétés, enfin, on va étudier la fonction, puis ensuite faire une étude récurrente. Voilà, donc vous voyez, ça touche un peu à tout, c'est pas trop compliqué, il y a une annexe, bon, on s'en fiche. Faisons déjà l'exercice 1. Où est-ce que je peux écrire? Alors attendez, l'exercice 1, potentiellement, je peux le faire que dans la marge, comme un gros escroc, on va regarder. Donc qu'est-ce qu'on en pense? On a un plan P et un plan P', donc on a les équations ici, équation cartésienne, et un point A. Donc on est dans l'espace R3, on a deux plans et un point.
Démontrer qu'ils sont perpendiculaires. Si vous connaissez bien votre cours, un plan dans l'espace, on peut trouver un vecteur normal ultra simplement, comme on peut trouver un vecteur normal pour une droite, à partir de l'équation cartésienne de la droite dans le plan. Donc dans l'espace, un vecteur normal que je vais appeler N1 pour le plan 1 sera, il suffit de lire les coordonnées, enfin les coefficients devant les variables, x, y, z. 1, 2, moins 1, et j'ai N2 qui sera moins 1, 1, 1, un vecteur normal de l'autre plan. Ça, c'est par définition dans le cours. Donc tout ce qu'on a à vérifier pour vérifier que les plans sont perpendiculaires, c'est que leurs vecteurs normaux sont perpendiculaires. Pourquoi ? Parce que si j'ai un plan comme ça, hop, et un deuxième plan comme ça, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Hop, comme ça. Ils seront perpendiculaires si un vecteur normal de celui-ci, j'ai un vecteur normal de celui-là, seront eux-mêmes perpendiculaires. Vous voyez pourquoi ? Parce que si les plans sont perpendiculaires, alors le vecteur normal de l'un est parallèle à l'autre plan, et le vecteur normal de l'autre est parallèle au plan. Donc en gros, la perpendicularité se transmet aux vecteurs normaux. Donc il suffit de faire quoi pour vérifier que deux vecteurs sont orthogonaux ? Un petit produit scalaire. On fait n1 scalaire n2 égale moins 1. Donc 1 fois moins 1 plus 2 fois 1 moins 1 égale 0. Et on dit, rédaction, comme n1 scalaire n2, le produit scalaire des deux vecteurs normaux vaut 0, les plans sont orthogonaux. Hop, c'est réglé. Soit une droite de représentation paramétrique comme ça. Ok, montrer que les plans P et P' se coupent selon la droite D. Donc en fait, on n'a pas 12 000 choix. Des plans, soit ils sont confondus, soit ils sont parallèles et ils se rencontrent jamais, soit ils se croisent, et s'ils se croisent, c'est le long d'une droite. Donc comment on fait pour montrer ça ? Ben, il suffit de montrer que D appartient à la fois au plan P et à la fois au plan P'. Donc qu'est-ce qu'on a à faire ? On n'a qu'à vérifier que un point M, je vais faire dans la marge, hop, X, Y, Z, appartient à P, appartenant à D. Donc je le pose, et je vais calculer exprès, je me dis bon, je prends un point M qui appartient à la droite, je calcule la quantité X plus 2Y moins Z plus 1 pour ce point de la droite. Si je me rends compte que ça fait 0, ça voudra dire que mon point quelconque de la droite appartient à ce plan. Je fais la même chose pour l'autre, ça voudra dire qu'il appartient à l'autre plan. S'il appartient à l'intersection des deux plans, bah, ça veut dire que forcément il est sur la droite, c'est-à-dire que j'ai un point qui est sur la droite d'intersection, or il est sur la droite dont on parle depuis tout à l'heure, donc c'est la même. Donc vérifions, on calcule, X plus 2Y moins Z, et j'espère trouver moins 1 si vous voulez, égale moins 1 tiers plus T, hop, moins 2 tiers, donc 2 fois moins 1 tiers, moins Z, moins T, voilà. Donc ça fait moins 1 tiers plus T, moins T, plus T, moins T, ça dégage, moins 1 tiers, moins 2 tiers, égale moins 1. Bah donc c'est bon, donc M appartient à P. De même, on fait le même calcul avec moins X plus Y plus Z, on voit que ça fait 0, et on obtient M appartient à P'. Donc, M appartient à D implique M appartient à P inter P', qui est une droite, donc D est la droite d'intersection entre les deux plans. Voilà, petite rédaction rapide, je vous l'ai fait à l'oral, mais c'est ça l'idée. Ensuite, la fin, je vais la torcher rapidement aussi, calculer la distance du point A à chacun des plans. Là, on utilise quelque chose, vous allez me dire si c'est encore au programme. On utilise la distance d'un point à un plan. Alors, je mets la formule de cours. Pour un point A de coordonnées XA, YA, ZA, et pour un plan AX plus BY plus CZ plus D égale 0, on a la distance d'un point de l'espace à un plan qui s'écrit comme ça. Donc c'est la valeur absolue de l'équation du plan prise au point A divisée par la norme du vecteur normal au plan. Donc la norme de A2 plus B2 plus C2, enfin la racine carrée de ça. Ça, c'est la formule du cours. Donc si c'est pas au programme, eh ben c'est pas grave. Et en fait, avec cette formule que je donne maintenant, on peut calculer la distance du point A à chacun des plans. Et donc, vu qu'on a des plans orthogonaux, on peut ensuite vite faire un petit Pythagore pour répondre à la question 4. Ça, c'était l'exercice 1. Malheureusement, quand je vois vos commentaires, je comprends que c'est plus vraiment un programme. Donc je vous le donne comme ça, c'est de la culture G. Passons à la suite.
On a l'exercice 2. Exercice 2, intégrale. Là, j'ai envie de faire des trucs un peu rigolos, je vais vous faire plusieurs choses. On a une première question qui est une question de cours. Donc celle-là, je vais pas trop m'attarder, normalement vous êtes censé savoir le faire. La question de cours sur comment démontrer la formule d'intégration par partie. Honnêtement, c'est pas très compliqué. Vous écrivez UV' égale U'V plus V'U. Donc vous écrivez votre formule de dérivation d'un produit. Vous intégrez entre A et B de chaque côté. Entre A et B, vous intégrez, donc ça vous fait ici la fonction UV entre A et B égale l'intégrale entre A et B de U'V plus l'intégrale de A et B de UV'. Vous rédigez un peu, vous faites un effort, c'est du cours, vous l'avez. Petit 2, c'est assez intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On nous dit, soit deux intégrales, on va chercher en gros à calculer I et J, et on vous dit de trouver des relations intéressantes entre I et J, qui vont nous construire un système. Donc en fait, on aura un système où I et J deviennent les variables, et on aura I égale moins J, et I égale J plus quelque chose. Donc sur les petits a, on va la faire, mais je peux déjà commencer par la petit b, juste pour le principe, pour vous montrer comment ça va marcher. Petit b, moi j'aurais calculé I plus J égale 0, I moins J égale E de pi plus 1, bah si et seulement si, je peux faire la somme des deux lignes et je peux résoudre mon petit système de 2. Donc la question B, une fois qu'on aura établi les deux relations, sera ultra simple. Je fais la somme des deux, j'obtiens I égale E de pi plus 1 sur 2. Et donc J c'est moins I, c'est moins ça. Voilà, donc ça sera la question B que je fais maintenant juste pour vous montrer, c'est facile. La A, c'est donc la question un peu difficile. Ce qui est intéressant dans la A, c'est qu'on peut utiliser la méthode qui est préconisée qui est indiquée de manière plus ou moins subtile dans le fait qu'on ait ici une question sur les intégrations par partie, et on peut se lancer là-dedans. Donc je vais vous faire plusieurs méthodes. Donc méthode 1, par IPP. Pour un élève de terminale de l'époque, je vais essayer de faire une méthode, d'autres méthodes après, qui sont plus ou moins au programme, peut-être pas trop au programme de cette année non plus, mais bon, je vais en faire au moins une autre. Par IPP, c'est pas très compliqué, donc on va regarder tout de suite. I égale intégrale entre 0 et pi de E de x sinus x dx. Nous, on sent quoi? On sent l'idée de, bon, J c'est du cos c'est la dérivée de sin, on peut tenter, spontanément c'est pas absurde de se dire, bah vas-y, posons U égale sinus x, V' égale E de x, V est donc égal à E de x, U' égale cos x. Ok. Donc si je fais ça, j'applique l'IPP et ça me donne UV, donc c'est E de x sinus x, entre pi et 0. Je sais que sinus pi et sinus 0, ça vaut 0, donc ça va dégager. Moins intégrale entre 0 et pi de E de x cos x dx. Et ça, c'est pile poil moins j. Donc ça se fait super vite. Pas trop compliqué. Et la deuxième, on pourrait faire la même chose en faisant une IPP. Alors je sais pas, là j'avoue que j'ai pas pensé. Il y a une méthode qui est plus rapide dans tous les cas, mais donc l'IPP, je me suis dit que ça marcherait. On va le tenter, peut-être que je fais une IPP dans l'autre sens. Justement parce que quand je dérive le sin, ça me fait un cos, mais quand j'intègre le sin, ça me fait aussi du cos. Donc ça peut être intéressant de le tenter dans l'autre sens et de voir ce que ça donne. Et je pense que c'est ça la solution. Si je pose U égale E de x, U' ça sera E de x. Si je pose V' égale sin, quelle est la fonction qui se fait dériver en sin? C'est moins cos. Oui, il y a un petit piège. Donc dans ce cas, ça me donne quoi? L'intégrale entre 0 et pi, ça c'est bon, c'est la primitive entre 0 et pi de E de x fois moins cos x, donc je mets un petit moins ici, entre pi et 0. Là c'est intéressant parce que ces deux-là ne font pas 0, donc j'aurai des choses. Moins, il y a un moins là, donc plus, moins, plus, l'intégrale entre 0 et pi de E de x, cos x, dx. Et ça me fait exactement ce qu'on cherche, c'est-à-dire... Alors, intégrale, valeur en 0 moins valeur en pi, vu qu'il y a un signe moins, j'inverse, ça fait valeur en 0, 1, moins valeur en pi, E de pi, cos pi c'est moins 1, 1 plus E de pi, plus j. Voilà. En faisant ça, pas trop compliqué, on a ce qu'on nous demande. Et donc ensuite, vu qu'on a démontré cette égalité-là et celle-ci, la question B, c'est juste un système, voilà, j'ai déjà fait. Ça, c'est pas trop compliqué, c'est un peu marrant. C'est une petite IPP qu'on fait dans deux sens, un sens moins intuitif que l'autre, on s'en sort très bien. Méthode 2. Il y a quelques personnes qui ont réagi sur le post que j'ai fait sur YouTube, m'ont proposé des choses.
ils m'ont proposé des trucs qui reviennent un petit peu à faire des changements de variables, et il me semble que les formules de changement de variables dans les intégrales ne sont pas du tout au programme de terminal, et elles l'étaient pas à l'époque. Donc compliqué. Moi, ce que je vais vous faire, c'est un truc qui était au programme à l'époque, qui n'est peut-être pas aujourd'hui, mais bon, écoutez, c'est pas grave. C'est semi au programme aujourd'hui pour les gens qui font maths expert. Je vais prendre les nombres complexes. Vous allez me dire que vient de faire les nombres complexes ici. Ben, l'idée, c'est de se dire, attends, je vois du sin, je vois du cos, tout de suite, je pense à du E de IX. Donc du sin x, enfin du cos x, pardon, plus I sinus x. Pourquoi je pense à ça? Ben, parce que j'ai l'habitude de penser aux nombres complexes, quoi. Donc je sais que cos et sin, ça peut être lié à ça. Et donc qu'est-ce que je fais? Je me dis, ben, je vais faire apparaître cos x plus I sinus x en faisant une combinaison linéaire intelligente, en tout cas pratique, des deux intégrales. Donc si je l'écris comme ça me fait entre 0 et pi. 2, donc j c'est e de x cos x, plus i e de x sinus x dx. Là c'est quand je combine j et i fois grand I. Bah en soi, j'ai le droit, hein. Ça me donne quoi? Intégrale entre 0 et pi de e de x fois cos x plus i sinus x, qu'on écrit e de x dx. Donc tout ça me fait intégrale entre 0 et pi de e de 1 plus i x dx. Alors vous allez me dire, scandale, est-ce qu'on a le droit de faire ça? Ouais, c'est pas vraiment un programme, c'est juste pour vous montrer une méthode rigolote. C'est pas vraiment autorisé, je pense, si vous faites... Enfin, à l'époque, je sais pas si ça serait passé, je pense pas que je me suis aventuré à faire ça. On vous montre la voie sur l'IPP, vous êtes au bac, vous voulez votre 20 sur 20, vous voulez vos points, donc à un moment, vous foncez, vous faites le truc bien. Mais bon, si on veut un peu rigoler, on peut faire ça. Hop. Donc c'est la primitive de ce truc, c'est quoi? C'est e de 1 plus i x sur 1 plus i entre pi et 0. Ça c'est top. Ça me donne exactement e de... Bon alors il y aura e de 0, ça c'est pas très compliqué. 1 plus i fois pi, donc ça fait e de pi fois e de i fois pi. Donc e de i pi c'est moins 1. Oui. Moins 1, le tout sur 1 plus i. Égale moins e de pi plus 1 sur 1 plus i. Donc là on est bien. Vous allez me dire, mais c'est quoi le délire? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Maintenant on n'a plus qu'à identifier partie réelle, partie imaginaire, là-dedans. Nous on sait que 1 plus i fois 1 moins i égale 2. Donc 2 sur 1 plus i égale 1 moins i, que j'utilise ici. Et donc ça me fait 1 sur 1 plus i, c'est 1 moins i sur 2. Donc j'ai 1 moins i fois e de pi plus 1 sur 2. Il y a un signe moins, donc ça sera i moins 1 ici. Et voilà. Et donc c'est facile. Parce que j'ai plus qu'à dire que i, grand I l'intégrale, c'est donc e de pi plus 1 sur 2 fois 1. Et grand J, c'est la partie réelle qui est moins ce truc-là. On retrouve le résultat d'avant. Donc en soi, c'est pas plus rapide, mais c'est un peu rigolo. En identifiant, on est bon. On identifie RE et IM, partie imaginaire, partie réelle. Et c'est ok. Voilà, ça c'est du bonus. Pour vous montrer un peu une méthode qui est pas très compliquée, qui a du sens. Vous trouvez une petite primitive d'une intégrale. Alors vous allez me dire, est-ce que tu as le droit de primitiver une fonction complexe? C'est quand il y a cette question qui est posée que tout s'écroule un peu en termes de légitimité de la méthode. Mais c'était un peu pour vous montrer un petit preview de ce qui sera possible dans le futur. Voilà, donc ça c'était l'intégrale. Je sais pas s'il y a des questions là-dessus, mais en soi, pas trop piégeux. Alors, exercice d'après sur les complexes. Bon, c'est pas des complexes ultra compliqués, les gens qui n'ont pas fait maths expert, ça va peut-être pas vous intéresser, donc au pire, attendez 5 minutes, et j'arrive ensuite à un exercice qui vous intéressera. Celui-là est pas très très compliqué, honnêtement. Ce qui serait dur dans cet exercice, c'est de vous dire, voilà une équation, résolvez-la. Ça serait un peu violent, mais donc si on vous disait ça, voilà une équation, résolvez-la, vous avez du degré 3, dès qu'il y a ça, il faut chercher des solutions qu'on appelle des solutions évidentes, qui sautent un peu aux yeux, et donc en général dans les nombres, dans les polynômes réels, on essaye des trucs du genre, est-ce que 1 fonctionne? Est-ce que moins 1 fonctionne?
ici dans le monde des complexes, vous pourriez tenter par exemple i et moins i également. Et il se trouve qu'ici la question 1 vous donnait l'indication de départ qui est montrer que i est solution de l'équation. Donc petit aparté de culture G, il faut bien connaître vos puissances successives de i puissance 0, i puissance 1, donc vous allez me dire ok t'es gentil mais inutile, i au carré moins 1, i au cube moins i. Donc i puissance 4 égale 1. Donc on a i puissance 4k égale 1, i puissance 4k plus 1 égale i puissance 4k plus 2 égale moins 1, i puissance 4k plus 3 égale moins i. Et ça, c'est bien de le connaître par cœur. Donc en gros, vous avez toujours les mêmes valeurs pour les puissances de i qui sont 1i moins 1 moins i, donc c'est cyclique. C'est évident quand on l'écrit, mais c'est bien de le connaître. Notamment parce que là, si vous l'avez par cœur en tête, ça, vous savez faire très vite le calcul suivant. Donc i cube moins 4 plus i carré plus 13 plus 4i moins 13i égale, on vérifie, hein, i cube on a dit moins i, moins 4i carré, donc moins 4i carré plus 4, moins i cube. Ah, même pas besoin de s'embêter. Bon en fait non, j'ai même fait trop de... Bon écoutez, je vous ai mis la formule dans tous les cas, c'est pas grave, comme ça vous la connaissez. Donc i cube, i dégage avec lui, ça fait plus 4, il y a moins 4i carré, plus 4i carré qui dégage également, et il reste plus 13i, moins 13i, bon ça fait 0 tout de suite en fait, plus 13i, moins 13i. Bon, ça fait 0 de manière évidente, mais c'est bien quand même de connaître ça, donc j'ai raconté du blabla, disons que prenez-le comme de la culture G, et c'est pas complètement inutile quoi, de savoir ça. C'est même très pratique, ces petites astuces à avoir en tête, c'est toujours bien quoi. Donc on vous dit, ensuite quand vous avez une racine évidente, enfin vous avez une des racines, on a un théorème qui nous dit qu'on peut factoriser, si on peut factoriser par z moins i, il va rester du degré 2. Là, il vous guide beaucoup, c'est ce qui faisait qu'à l'époque c'était pas non plus si compliqué, c'est que vous êtes très guidé, vous devriez avoir le réflexe normalement. Enfin, c'est un truc un peu dur, vous s'attendrez à ce que vous ayez le réflexe vous-même de factoriser et d'écrire ça. Ça ressemble beaucoup à des choses qu'on fait dans les nombres réels dans tous les cas, donc à la limite c'est une petite révision pour vous aussi. Vous factorisez par la racine que vous avez trouvée et vous débrouillez ici. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'ils vous disent les nombres réels ABC, alors qu'a priori on avait des coefficients complexes. On avait du 4 plus i fois z carré, donc ici a priori ça aurait pu être du ABC complexe. Apparemment, toute la nature complexe de ce polynôme au cube peut se synthétiser dans le z-i et n'a pas besoin... Enfin, z-i va être la seule source de nombres complexes vu que ça apparemment a l'air d'être réel en termes de coefficients. Donc ça, c'est ce qu'on vous indique ici, mais vous l'auriez trouvé spontanément si vous aviez juste posé le truc. Donc comment on fait ça? La manière intelligente, c'est... Il y a une manière un peu bourrine, c'est de dire z-i facteur de AZ2 plus BZ plus C égale, on développe tout, puis on identifie tout. On peut aussi tenter déjà de dire... on peut remarquer que comme il y a... Enfin, comme on a une unité de Z cube, on identifie, on essaye de factoriser avec A égale 1. C'est vu que je m'embête pas à faire une démonstration, en gros à dire et voilà c'est parce qu'il n'y en a qu'un seul et que c'est le seul endroit où en fait il y a du cube, c'est ça l'idée, hein, c'est que le seul endroit qui va donner du cube c'est Z fois AZ2, donc tout de suite j'en déduis que A c'est 1. Alors que du Z carré par exemple ça va venir de ce facteur et ce facteur, quand je décompose tout, quand je développe. Donc j'ai pas envie de le démontrer, je dis juste on essaye, et en fait vu que ça va marcher, le prof peut pas dire vous l'avez pas démontré parce que je vais le démontrer, mais c'est pour expliquer la démarche. Et de la même manière, comme j'ai que... on peut tricher en gros quand vous avez ce genre de truc, pour le faire vite de tête vous pouvez tricher comme ça. Comme on n'a qu'un seul facteur constant, donc on a une seule source de choses constantes non dépendantes en Z, c'est moins i fois c, on peut dire tout de suite que c c'est 13. De la même manière, allez j'écris vite, manière, on essaye, c égale 13. On a, et là on écrit, donc z cube, bon, je vais faire ça avec un moins 4 plus i avec un si et seulement si, z carré, plus 13 plus 4i, z, c'est ça, moins 13i, égale z moins i
A, Z2, bah, ça devient Z2 plus BZ plus 13, si et seulement si. Et là, vous avez si et seulement si. Hop, dupliquer, ça, égal. Ben c'est bon, hein, vous avez Z cube. Ensuite du Z2, vous avez B moins I Z2. Du Z, vous en avez BZ fois moins I et 13. 13 moins B I Z. Et à la fin, moins 13I. Et donc ça tombe bien, parce que vous avez Z3 moins 13I qui dégage. Et il reste. Donc c'est quel que soit Z, quel que soit Z, si et seulement si, quel que soit Z, moins 4 plus I, Z carré, plus 13 plus 4I, Z, égale B moins I, Z carré, plus 13 moins BI, Z, si et seulement si, B moins I, égale moins 4 moins I, et 13 moins BI, égale 13 plus 4i. Si et seulement si, B égale moins 4. Voilà, ça c'est tout seul. J'ai un peu accéléré, le si et seulement si est nécessaire ici, le quel que soit est nécessaire parce qu'on fait une identification pour passer de là, identification de deux fonctions polynomiales, la fonction à gauche, la fonction à droite, c'est pour ça qu'il y a quel que soit z, et on peut identifier, vu qu'on a une fonction qui marche sur l'ensemble de tous les z, on peut identifier les coefficients. Donc ça me fait un système de deux équations, mais avec une seule inconnue qui est b, on trouve moins 4. Voilà, c'est un peu... Moi c'est juste pour vous donner la petite astuce, j'essaie de trouver des trucs intéressants à vous dire à chaque exo. En gros, le truc intéressant pour moi, c'est ça, c'est détecter à la main. On pourrait tout faire de tête, en soi, on pourrait aussi se dire, on a trouvé 1, on a trouvé 13, il me faut z carré, et j'en ai déjà... Enfin, je pourrais compter ici, j'en ai moins i ici, donc il m'en faut 4. Je pourrais le faire en une seconde. Vu qu'il faut rédiger un peu et qu'ils s'attendent à avoir une rédaction complète, bon, je vous le fais à moitié, quoi. À moitié, on tente un truc, et vu que là, on vous dit on essaye et que ça marche, et ben le prof peut pas trop vous taper sur les doigts. Bon, voilà. On va dire les équations, ben c'est pas trop compliqué, on a compris que... résolvons maintenant. Résolvons. Vu qu'on a une équation produit nul, on peut rédiger l'équation produit nul, donc on a soit z égale i, soit z égale... Enfin, az2 plus bz plus c égale 0. Donc c'est z2 moins 4z plus 13 égale 0. Et là, pour le faire, on fait delta, hop, égale, on trouve qu'il est négatif et on trouve les solutions complexes. Donc là, normalement, la méthode est assez simple. Vous avez un polynôme du second degré, vous posez le delta, vous trouvez vos solutions complexes conjuguées l'une avec l'autre, ça roule tout seul. Ah, j'ai dit que j'essaierais de le faire sur 1h, 1h15, donc je suis obligé de pas faire tous les détails. Voilà pour l'exercice des complexes qui était entre guillemets simple. En tout cas, la première partie, on a une partie numéro 2 qui arrive tout de suite. On continue maintenant avec la partie B. Est-ce que j'ai bien pris mon copier-coller? Yes. Partie B, c'est donc des complexes. Là, vous allez rien voir, donc je vais être obligé de faire un copier-coller. Partie géométrie. Donc une partie de complexe un peu plus intéressante, honnêtement. On vous dit, alors au cas où c'est pas clair, je fais un petit rappel de cours, notamment pour les gens en maths experts. On parle de rotation, alors c'est peut-être plus trop au programme, mais ça se comprend bien. On vous dit, voilà, il y a des points, A, B et C. Supposément, vu qu'on voit qu'il y a I ici, 2 plus 3i, 2 moins 3i qui sont conjugués, à coup sûr, les solutions du polynôme d'avant, c'est ces deux-là. Hein. Vous pourrez vérifier en faisant les calculs. On vous parle soit la rotation de centre B et d'angle pi sur 4. Une rotation de centre 1 point et d'angle pi sur 4, qu'est-ce que ça fait? C'est-à-dire que j'ai un point ici, B, je prends un point M, qu'est-ce que je lui fais? Hop, 45 degrés, et je le déplace ici. Donc, quand j'ai rotaté M' égale le rotationné de M, je sais pas comment on dit ça, 45 degrés, c'est horrible ma figure, quand on fait ça, et ben en fait on comprend plusieurs choses. On comprend quoi? On comprend que Z moins ZB, donc si Z c'est le point M, on représente le point M, Z moins ZB, c'est égal à Z' moins ZB. On se balade en fait sur le cercle de centre B. Et en fait la seule différence entre les deux c'est une différence d'angle. Et la différence d'angle on peut l'écrire comme l'argument entre
enfin, l'argument entre les deux vecteurs bm' et bm, si vous voulez, donc z' moins zb sur z moins zb, c'est pi sur 4. Donc en fait, j'ai une différence de pi sur 4, et donc j'ai un argument de pi sur 4 et le même module. Bah en fait, je peux écrire tout de suite que j'ai z' moins zb qui est égal à quoi? Z moins zb fois e de i pi sur 4. On respecte bien le fait que ça et ça, c'est le même module. Quand on prend le module de chaque côté, c'est bon. Et qui sont décalés de pi sur 4, ça c'est signifié par l'exponentielle. Donc on a ce truc-là, et ça nous permet de faire ce qu'on veut. On comprend donc que j'ai qu'à écrire ensuite maintenant z a' égale zb plus z, c'est quoi mon point M? C'est mon point A ici, moins zb, fois e de i pi sur 4. Ça c'est parfait. Zb c'est quoi? 2 plus 3i, plus za. Alors c'est quoi? A c'est i, donc on fait i moins 2 plus 3i, donc c'est moins 2. Attends, c'est quoi? I moins 2 moins 3i, moins 2 moins 2i, c'est ça? Hop, moins 2 moins 2i, facteur de i, e i pi sur 4. Ici je vous mets un peu de cours. 1 plus i, c'est racine de 2, e i pi sur 4. Racine de 3 plus i, c'est quoi? C'est 2, e de i pi sur 6. Et 1 plus i racine de 3. Vous avez qu'à imaginer que c'est divisé par 2, mais c'est souvent comme ça que ça sera rencontré. C'est ça. Ça, c'est bien de le savoir par cœur, parce que c'est très simple, ça se réfère à vos formules de trigo de base, de qu'est-ce que c'est le cos et le sin de pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3. Mais c'est des manières assez intelligentes, c'est une manière assez intelligente d'avoir, j'ai beaucoup de mal à faire un encadré, c'est une manière assez intelligente d'avoir des formules qui tombent assez souvent et de savoir les transformer, de nombres algébriques, de nombres sous forme algébrique, et de savoir les transformer rapidement en exponentielle. Donc je vais le faire ici même, et donc là je me retrouve avec justement 2 plus 3i moins 2 fois 1 plus i, et j'ai quoi ensuite? E de i pi sur 4, mais ça c'est racine de 2, e de... mais e de i pi sur 4, pardon, c'est 1 plus i sur 2. Parfait, ça fait 2 plus 3i, moins 1 plus i au carré. 1 plus i au carré, c'est pas trop compliqué, vous faites, on peut l'écrire ici, mais 1 plus i au carré, il y a le 1 et le i qui vont s'en aller, donc ça fait 1 au carré plus i carré qui dégage, moins 2i. Donc moins 2i égale 2 plus 5i. Voilà. Alors vous pouvez vérifier les calculs, ça se trouve je me suis planté, je l'ai fait un peu vite, je m'en rends pas trop compte. Non, c'est pas sur 2, c'est faux, racine de 2. Et voilà, la petite erreur, l'erreur fatale. Donc là c'était un racine de 2, si je me suis pas trompé, hop. Et donc, je me souviens, je l'avais refait tout à l'heure et j'avais pas du tout trouvé 5i, donc je me suis inquiété. Donc ça fait moins 2 sur racine de 2, donc moins racine de 2 fois moins 2i. Et donc ça me fait au total 2 facteur 2. Non, pas 2 facteurs, donc 2 plus 3 plus 2 racine de 2 i. Voilà, un truc comme ça. Ouais, je me suis un peu trompé, pardon. Des erreurs comme quoi. Apparemment, je les ai pas faites au bac, ça c'est bien. Et donc on peut trouver ça facilement. Déterminer la fixe du point A', déterminer l'image, oui. A', B et C sont alignés. Alors, le truc facile, en fait, c'est que, comment on peut voir ça? Ça, c'est A'. En fait, pourquoi sont-ils alignés? Un truc très facile, c'est un dessin. Alors, vous ne savez pas au fil de démonstration, mais ça vous donne l'intuition. C'est qu'en fait, j'ai... hop... B et C, ils sont conjugués l'un de l'autre. Donc ça, déjà, c'est facile. C'est 2 plus 3i, donc c'est genre ici. L'autre, c'est 2 moins 3i, donc c'est 3 ici. Donc j'ai un truc comme ça. Hop. Ça, c'est B. Ça, c'est C. Et j'ai A. Qui lui se balade 2 plus 3i plus un truc encore au-dessus. Et en fait, c'est là. Et donc, qu'est-ce qui est commun? En fait, c'est ça. C'est l'idée qu'ils ont tous
exactement la même partie réelle. Donc vous pouvez dire, bah, même partie réelle, RE de A égale, enfin A' en l'occurrence, RE de A' égale RE de, je sais plus quoi, B égale RE de C. Pour être exact, j'aurais dû mettre ZA, ZA', ZB, ZC, mais on a compris, égale 2, donc aligné. Et voilà, donc ça c'est relativement facile. La question 2, la fin, c'est déterminer l'écriture complexe de l'homothétie. C'est un truc de géométrie un peu comme on a fait avant. Bon, c'est pas trop compliqué, mais c'est plus trop au programme. L'idée, c'est de calculer un rapport de distance en soi, donc c'est pas bien compliqué. De centre B qui transforme C en A'. Bon, de centre B qui transforme C en A', qu'est-ce que c'est? C'est une espèce de rotation, si vous voulez, de 180 degrés et qui divise la distance. Donc en gros, il y a un rapport entre B et C et B et A'. Il faut prendre le module de ça et voir la différence entre les deux. Par exemple, potentiellement, c'est 1/3 de moins, et vu que c'est dans l'autre sens, bah, c'est moins 1/3. Ça se calcule et on veut que vous l'écriviez ensuite en complexe. Bon, c'est pas très compliqué, mais c'est plus trop au programme. Donc je vous l'ai fait quand même rapido. Un peu de géométrie, même la rotation, c'est pas vraiment au programme, mais vous avez compris l'idée. C'est quelque chose qui reste sur le même cercle, donc le module est le même. Puis il y a juste une différence de pi sur 4 entre les deux. Voilà. Donc ça, c'est fini pour les maths expertes. Tous ceux qui n'étaient pas intéressés par les maths expertes, ben, je m'excuse, hein, mais c'était pas mal de complexes dans ce sujet. Deux choses intéressantes qui restent. Le petit, comment on appelle ça, le petit QCM, puis, le petit QCM, puis l'exercice sur les fonctions, un peu plus complet, un peu plus long, et qui va sûrement plus vous parler. Alors, un représentant de commerce propose un produit à la vente. Ok, super. Étude statistique qui permet d'établir que chaque fois qu'il rencontre un client, la probabilité qu'il vende son produit est égale à 0,2. Alors, il envoie 5 en moyenne. La probabilité qu'il a vendu exactement 2 produits. On reconnaît quoi? Donc, il voit 5 clients par matinée. Donc, dans une matinée, n égale 5, p égale 0,2. On comprend, si les 5 clients... Alors là, il y a des choses qui sont pas précisées. Il faut être ultra précis. Je vais faire le prof de stats là, mais... Bien sûr, il faut pas que les clients se parlent, chuchotent et disent « va pas chez lui, il est nul ». Enfin, imaginons que les clients, ils les rencontrent de manière complètement indépendante et qu'ils se connaissent pas. Bah, dans ce cas, on peut dire que nombre de clients, x égale nombre de ventes à succès. On peut dire que x suit une binomiale np, donc 5, 0,2. Voilà. Et donc, si vous connaissez bien votre formule, on va vérifier ce que c'est. Donc, on a p de x égale 2. C'est quoi? Formule de la binomiale, 2 puissance 5, pas du tout, 2 parmi 5, pardon, fois 0,2 puissance 2, fois 0,8, probabilité d'échec sur 3 autres mecs. Donc on veut, pour qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'elle veut dire cette formule, si on s'en souvient? Cette formule, elle veut dire quoi? Elle veut dire que il y a 2 succès, 2 ventes, 3 échecs, donc j'ai 0,2 fois 0,2, ensuite fois 0,8 fois 0,8 fois 0,8, mais on ne sait pas lesquels des 5 clients sont les succès. Potentiellement, il y a 5 clients, il a succès, succès, échec. Échec, échec. Potentiellement, il a succès, échec, 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 succès. Donc en fait, la combinaison de qui et quoi, enfin la probabilité pour lui d'avoir 2 succès, 3 échecs, il faut bien compter toutes les séquences possibles. Soit il a un succès avec les 2 premiers, soit avec les 2 derniers, soit avec les 2 du milieu, soit avec le premier et le dernier, etc. etc. Ça correspond à dire mais quels sont les 2 numéros de clients parmi les 5. On va calculer toutes les possibilités pour avoir les 2, pour récupérer, toutes les possibilités d'avoir 2 succès parmi 5. Ça c'est 2 parmi 5. Donc on prend cette séquence de proba qu'on multiplie par le nombre de manières de sélectionner 2 parmi 5. Donc si on fait ça, je continue dans la marche comme un gros schlag, mais 2 parmi 5, c'est quoi? C'est 5 factoriel sur 3 factoriel, 2 factoriel. Donc en gros, 3 et 5, la simplifie, il reste 20, 20 sur 2, c'est 10. Donc ça fait 10 fois 0,04, et ensuite on fait des cubes, là, bon c'est un peu compliqué, mais on peut s'en sortir. Donc P égale 10 fois 0,2 au carré, 0,04 fois 0,8, alors attendez, ça fait 0,8 au cube, ça fait 1 sur 1000, fois 8 au cube, donc c'est 2 puissance 9. Yes, 2 puissance 9, c'est 512. Donc ça, c'est environ 1,5.
Donc ça c'est un demi, ça c'est 5, donc c'est à peu près 0,2. Il y a 0,2 ou ouais. Oui, il y est. Hop, réponse D. Bah, vous avez une calculette. Hein. Normalement, vous avez une calculette. Et voilà. On passe à la suite. Dans une garçon, les garçons représentent le quart de l'effectif. Ok, donc il y a n personnes, n sur 4. Donc il y a, en gros, garçon ou fille, un quart. Probable de choper un garçon quand on en tire un au hasard, un quart. Probable de tirer une fille au hasard, 3 quarts. Ok. On voit pas du tout ce que j'ai écrit, attendez. Hop. C'était pas brillant de toute façon, mais voilà. Alors, une fille sur 3 a son permis... Ah d'accord, on parle de permis. Ok, a son permis du premier coup. Ok, donc une fille sur 3 a le permis du premier coup. Un garçon sur 10. Bon, les garçons se font un peu torcher. Hein. Donc, premier coup, je vais appeler ça P, grand P. Premier coup, c'est 1 sur 10. Premier coup, échec, P bar, c'est 9 sur 10. Alors que pour les filles, c'est 1 tiers premier coup, 2 tiers, P bar. On interroge un élève au hasard, la probabilité qu'il ait eu son permis du premier coup est égale à. Ça, c'est connu, c'est classique, c'est quand on voit une espèce d'inversion des formules de machin, c'est formule de des probabilités conditionnelles ou formule de bias, je sais pas comment on prononce, mais voilà, c'est Bayesian Statistics, Bayesian Probability, Bayesian ils disent en anglais, donc Bayes, j'imagine, mais je sais pas si Bayes ça sonne bizarre, en français c'est pas ouf. Voilà. Donc, la proba qui ait son permis du premier coup, ben on va regarder. Nous, on tire quelqu'un, garçon ou fille. Ah non, mais c'est encore plus simple que ce que je disais, attendez. La proba qu'il ait le permis du premier coup, oui, ben non, c'est encore plus facile, c'est la formule des probas totales. Donc là, formule des probas totales, sur la 2, FPT, et on dit P de P égale, et on fait la somme des deux probas. Réussir quand on est un garçon du premier coup, plus la proba de réussir quand on est une fille. Quand on est un garçon, ça fait 1/40, plus 3 quarts fois 1 tiers, plus 1 quart, 3 quarantièmes, non, 1/40 plus 1 quart, ça fait 11 quarantièmes. 11 sur 40. Ah ouais, relou, bon, 11 sur 4, ça fait quoi 5,5. Donc ça fait 2,75. Yes. Il est là. Donc la B, pas trop compliqué, c'est juste une formule des probas totales. J'ai cru que ça allait être plus compliqué, mais ça risque d'être d'ailleurs ce qu'on a dans la question 3. Dans la classe de la question 2, on interroge un élève au hasard. Parmi ceux qui ont leur permis de premier coup. Et voilà, on y arrive à cette formule d'inversion des probas conditionnels. Parmi ceux qui ont le permis de premier coup, la proba que cet élève c'est un garçon égale. Et donc je traduis juste, je tire au hasard quelqu'un. Donc je dis que c'est P, moi je veux proba que ça soit un garçon, c'est ça? Proba de garçon, sachant que permis du premier coup égale. Ça normalement c'est pas bien compliqué. Alors on applique la formule, on dit, bah ça c'est P de, en fait G inter P sur P de P, qu'on a calculé au-dessus. Et donc en fait, P de G inter P, je peux utiliser le fait que c'est un P de P, permis du premier coup, sachant G, fois être un garçon, P de G, sur P de P. Derrière ça, en fait, il y a la formule de Bayes qui est ici. Et donc, P de permis sachant G, on le sait, c'est 1/10. P de G, c'est 1 quart. Donc ça fait 1 sur 40 divisé par 11 sur 40. Ça fait 1 sur 11. Ces deux branches-là sont les gens qui l'ont eu du premier coup. Ça fait 11/40 en poids total. Quel est le poids d'être un garçon dans la proba d'être un garçon? Bah, les garçons représentent 1/40. C'est ça un peu l'intuition derrière ce renversement de la formule de Bayes. Bayes, j'ai pas réussi à le dire. 1 sur 11. Ben 1 sur 11, c'est quoi? Bon, 9 fois 11, c'est 99, les mecs. Hein. Hop, donc de tête, c'est la B. On va regarder la dernière question de proba. Dernière question de proba, on a un tireur qui s'entraîne sur une cible. Vous allez me dire, c'est vraiment des exercices très classiques. Hein. On a des garçons qui passent un examen, on a un mec qui vend des produits. Alors, il manque plus qu'une pièce dans une usine qui marche pas une fois sur 10, un truc comme ça. Là, on a un tireur sur une cible, ok. Alors, il tire sur des cercles concentriques de rayon 10, 20, 30. Donc, petite figure pour illustrer, ça coûte rien. Hein. Ça fait 10, 20, 30, ok. Il tire là-dessus.
La proba d'atteindre une zone est proportionnelle à l'aire de cette zone. Alors là, c'est intéressant. Peut-être que je vais arrêter de faire le kéké et que je vais aller écrire un minimum. Alors, les probas d'atteindre une zone. Donc on a P de zone 1, P de zone 2, P de zone 3. R de zone 1 égale. Bah, c'est pas très compliqué, hein, c'est pi r carré, donc c'est pi fois 100. R de zone 2. Faut pas se planter, hein, l'erreur type que vont faire les élèves, et je pense que ça va correspondre à une des réponses ici. Ben, c'est de prendre l'aire du disque et d'oublier d'enlever l'aire du petit disque. Donc on y va. C'est pi fois 20 au carré, donc 400, moins l'aire de Z1, pi fois 100, égale 300 pi. Je vais mettre dans ce sens-là. Et donc R de Z3 égale, bah pareil, pi fois 30 au carré, 900, moins l'aire totale des deux autres, c'est-à-dire pi fois 400, égale 500 pi. Donc la proba c'est quoi? Proportionnelle à l'aire de la zone. Oui. Bah c'est pas trop compliqué, hein. R total égale, on a 5, 6, 7, 8, 900 pi. Bah forcément c'est l'aire du gros cercle. Donc proba de Z1 égale l'aire 1 sur 900, donc 1 neuvième. Proba de l'aire 2, ben 3 sur 900, donc ça fait 1 tiers. Et la dernière, j'imagine que c'est 5 neuvième, P2Z3. Et on voit rien ce que j'écris, c'est con. Hop là. Désolé, j'avais pas regardé mon écran. Hop, P2Z3 égale 5 sur 9, et ça complète bien les deux autres qui sont 3 plus 1, 4 neuvième. Et voilà. Donc j'ai ma table de proba. On va regarder le dernier exo, l'exo d'analyse. Et là, c'est gros exo d'études de fonctions. Donc ça va vous parler, c'est de la première plus. Enfin, c'est de la terme en gros, hein, mais avec du log. Études de fonctions complètes avec du log. On va regarder ça ensemble. On a une fonction pas spécialement simple. Hein. On a la courbe qui est donnée sur l'annexe, on verra après. Partie A, étude de la fonction. On va regarder un peu. On note f'. Bon, je vais le faire ici. Hein. F', la dérivée, donc on va étudier ça. F de x, c'est x moins log de 1 plus x sur 1 plus x. Regardons ensemble. On a petit 1, f dérivable. Alors attendez, avant de dire ça, elle est dérivable, oui, mais c'est quoi l'intervalle? Voilà, sur moins 1 plus l'infini, elle est bien définie. Bon, faut bien rédiger, on est au bac, hein, donc on fait attention à tout. Sur, c'est quoi, c'est df? Comment on l'a appelé l'intervalle? Bon, moins 1 plus l'infini, moins 1 exclu. F est bien défini, car 1 plus x positif. Donc, log de 1 plus x existe. Et 1 plus x est différent de 0 pour l'inverse. Donc ça c'est bon. F dérivable comme somme et quotient de fonctions dérivables. Combinaison de somme et de quotient et d'opérations usuelles de fonctions dérivables. Là, moi j'ai la flemme, je passe pas le bac, donc vous l'écrivez très très bien, vous justifiez, elle est donc dérivable, il n'y a aucun problème. Alors, si je continue, on a donc quel que soit x plus grand strict que moins 1, f' de x égale, et là on dérive. Alors de tête ça fait x, ça fait 1, moins. Alors du u'v moins v'u sur v carré, c'est un peu relou mais on va le faire. Donc l'avantage de log de u sur u, c'est que ça, quand je fais u' fois ça, u' ça fait 1 sur ça, fois ça, donc ça fait 1. Hop, ça c'est bien. Moins v'u, moins x plus 1, ça fait 1. U c'est log de 1 plus x sur 1 plus x carré. Bon, on n'a pas une réponse évidente tout de suite au signe de ce truc, mais bon, ça doit s'étudier. Et je pense que ça va être à coup sûr la question d'après. Voilà, on pose ce truc-là qui correspond exactement au dénominateur de... au numérateur de la fraction, si je mets tout au même dénominateur commun. Vérifier qu'il y a une fonction croissante, donc on va faire ça. Si vous voulez, je peux écrire égale 1 plus x le tout au carré moins 1 plus log de 1 plus x. Il y a un plus parce que maintenant je mets tout au même dénominateur sur 1 plus x carré. Pour respecter l'écriture de l'énoncé, c'est n de x sur 1 plus x au carré. Question 2, étudier n de x.
Vérifier qu'on a une fonction strictement croissante et calculer n de 0. Ah bah c'est facile. Sur moins 1 plus l'infini, la fonction qui à x associe 1 plus x au carré est croissante. Oui. Bah oui, parce que son minimum c'est en moins 1, et donc on est après son minimum, c'est donc croissant. C'est une parabole, voilà. Et on a x donne log de 1 plus x, moins 1, est croissante. Donc, n est croissante comme somme de fonctions croissantes. Ah, vous l'avez pas vu venir, hein. Comme somme de fonctions croissantes. Oui, j'utilise un argument de seconde. En fait, j'ai n de x qui vaut ça. 1 plus x au carré, c'est comment 1 plus x au carré? 1 plus x, c'est comme ça. Hop, j'ai mal fait. 1 plus x au carré, c'est comme ça. Donc à partir de moins 1, c'est croissant. Log de 1 plus x, c'est comme ça. C'est aussi croissant. Donc la somme de deux fonctions croissantes est croissante. Moins 1, ça change rien. Pas besoin de s'embêter à faire une dérivée. Et voilà. Deux fonctions strictement croissantes, la somme est strictement croissante. Donc, je peux faire le tableau de variation tout de suite. Vous pouvez faire la dérivée, vous dites qu'elle est dérivable, ça se dérive, ça marche très bien. Mais je voulais un peu faire le malin et vous montrer qu'on peut le faire avec un argument de seconde sur la somme de deux fonctions croissantes. C'est plus rapide et c'est un peu élégant. En tout cas, pour moi, je trouve que c'est élégant. Hop, plus l'infini, x, n. Voilà. Et qu'est-ce qu'on vous demande? Calculer n de 0. Ah bah oui, n de 0, c'est quoi? N de 0, c'est facile à calculer, ça vaut... Alors on met 0 ici, ça fait 1 moins 1, bon ça dégage, hop, 0, très bien. N de 0, ça vaut 0. Donc au-dessus, c'est positif, en dessous, c'est négatif. Et donc, je peux trouver ainsi, comme j'ai le signe de n de x qui correspond, or, signe n de x égale signe f' de x. Pourquoi? Parce que f' de x c'est n de x sur un truc positif, hein. Donc là, pas de problème quoi. On a quoi? On a n, x, n'. C'est pas n' du tout, hein, c'est f', pardon. C'est f', f, moins 1, valeur doublement interdite. En 0, ça vaut 0, moins, plus, f décroît, f recroît. Et là, j'ai plus l'infini. Voilà, j'ai mon tableau. Je sais pas si on me le demandait, mais voilà, on déduire les variations de f, c'est bon. Petit 3, y égale x, trouver les points d'intersection entre la courbe et y égale x, ok. Donc on a petit 2, la conclusion, c'est ça. On peut regarder ce qu'elle vaut en 0 quand même pour le plaisir, hein. En 0, ça vaut 0 moins log de 1, donc 0, ok. Donc f de x déjà, hop, quel que soit x, plus grand strict que moins 1, f de x, positif ou nul, parce que j'ai remarqué qu'f de 0 était un minimum et valait 0. Petit 3, on m'a dit f de x égale x, si et seulement si, x moins log de 1 plus x sur 1 plus x égale x, et seulement si, les x dégagent, donc log de 1 plus x égale 0, si et seulement si. C'est quoi ça? Ça veut dire que 1 plus x égale 1. Si et seulement si x égale 0. Yes. Bah oui, elles se croisent apparemment à l'origine. Parfait. Ça correspond un peu à la fonction qu'on a ici. Quand on a ici la fonction, on avait dit qu'elle était donnée au niveau de l'annexe. On l'a ici, la fonction, je sais pas si vous voyez bien, ouais. On a bien une fonction qui décroît, vaut 0 en 0, et remonte. Voilà. Alors, démontrer que si x appartient à 0,4, alors f de x appartient à 0,4. Donc, moi j'ai quoi? J'ai un tableau de variation de la fonction. Que j'ai fait ici. F, il est là. Donc, qu'est-ce que je fais? Dupliquer, hop. Je le reprends ici. F de 0,4. Il suffit de mettre 4 ici. On calcule f de 4 et on espère que ça fasse moins que 4. Donc, f de 4 égale, on calcule. F de 4, c'est 4 moins log de 5 sur 5. Ok. 4 moins log de 5 sur 5, là j'ai un truc plus petit que 4. Donc avec les variations, comme
Donc là, petit 1. Comme f croissante sur R+, ouais, enfin, x appartient à 0,4, implique f de x appartient à f de 0. F de 0, f de 4. Hop. Voilà. Qui lui-même est inclus dans 0,4. Parce que f de 4 est plus petit que 4, donc c'est bon, on est bien inclus. Ça se fait. Petit 2, on a une suite, très bien, définie par récurrence avec f. Bon, tracer les points d'abscisse U0 et un U2, on peut le faire avec U0 égale 4 sur le graphe. C'est pas bien compliqué, si vous l'avez déjà fait, c'est pas trop dur. Hein. On prend un point comme ça, U0. On va chercher combien il vaut sur la courbe. Hop là. Bon, la courbe, elle ressemble à ça, faut pas se tromper. Hein. Ça, c'est U1. Ensuite, je vais chercher combien vaut U1, il est ici. Hop, grâce à la symétrie de la droite y égale x qui est ici. Donc ça, c'est U1. U1, son image, hop, par la fonction, c'est ça. Donc j'ai U2. U2, si je veux, ensuite, je redescends à partir de là. J'ai U2 qui est ici. Son image, ça c'est U2. Son image par la fonction, c'est ça. C'est U3. Et je continue. Alors j'ai pas assez de couleurs, vous avez compris l'idée. Hein. Je repars sur le beige. U3, elle est là. Et donc elle est ici. Et je peux continuer comme ça. Ok, donc on a l'impression que la suite U, bon, elle décroît quoi. Elle décroît, et si je continue à faire mon escalier, il est très lent cet escalier, mais il va finir par aller vers 0. Voilà l'idée, c'est pas trop compliqué. C'est l'intuition quoi. Sur le graphique, on le fait, je les ai tous faits, oui c'est bon. Démontrer que pour tout n de n, on a un appartient à 0,4, ultra simple, ça c'est ok. On fait une petite récurrence. Récurrence. U0 appartient à 0,4, ça c'est pour l'init. Vous la rédigez comme des beaux gosses, comme vous a appris votre prof. Vous faites un truc bien propre, soit la propriété, soit n, etc., etc. Vous le faites, je suis le prof, je me permets de pas le faire. Hérédité, un appartient à 0,4, comme un plus 1 égale f de un et f de 0,4 inclus dans 0,4. Alors, comme l'image, ça veut dire l'image du segment 0,4 est bien dans le segment 0,4, bah ok, vu que n appartient à 0,4, un plus 1 appartient à 0,4. Donne, donc la récurrence est triviale. Monotonie de la suite, petit c, ok, bah on fait un plus 1 moins un, égale f de un moins un, sauf que f de un, il y a un dedans, donc c'est un moins log de 1 plus un sur 1 plus un moins un. Les un, ça dégage. Hop. Et donc ça donne égal moins log de 1 plus un sur 1 plus un. Ça c'est super parce que là on justifie, vu que un est dans 0,4, ce truc là, donc je vais aller très vite, hein, je vous mets tous les arguments, ça c'est positif, ça c'est plus grand que 1, donc le tout est positif, et donc le tout avec un moins est négatif. Donc un plus 1, donc un est décroissante. L'intuition qu'on avait vue avec le dessin. Donc on a montré qu'elle était dans 0,4, on a montré qu'elle était décroissante, bah c'est parfait. Elle est donc convergente. Théorème de la, qu'on appelle ça, de la convergence monotone. Un décroît et minoré par 0. Elle converge. Là c'est théorème de convergence monotone. C'est du classique, hein. Je vous le fais rapido parce que c'est pas... Enfin, je vais vite parce que c'est que du classique, que des théorèmes... Normalement, vous avez déjà vu ça, j'espère que vous avez déjà vu ça. Si vous n'arrivez pas à voir ce genre de réflexion sur le fait que c'est croissant, décroissant, plus borné, etc., de convergence monotone, c'est que vous connaissez pas assez votre cours. Donc on trouve très rapidement ça, je vais vite parce que c'est des techniques faciles. Malheureusement, si vous trouvez que c'est encore difficile, il va falloir revenir à des vidéos de cours sur Studio, où on vous explique ça mieux, ou reprendre votre cours de votre prof. Parce que, voilà, c'est pas des difficultés folles, je vous montre comment on le fait, mais voilà, vous devez normalement savoir ce que c'est. Elle converge vers L, positive ou nulle. Petit e, j'imagine qu'on va déterminer L. Utiliser la partie A pour donner la valeur de L. Un converge. Donc, comme deux choses, deux arguments, faut jamais se tromper. Hein. F de un égale un plus 1
f continue, on a un plus 1 tend vers L, un tend vers L, f de un tend vers f de L. Là, c'est par continuité de f. Donc, par unicité de la limite, en gros, si je résume sur le dessin, enfin sur la formule, ça tend vers f de L, ça tend vers L. Par unicité de la limite, ça c'est l'argument qui tue, et si vous l'oubliez, vous n'avez pas les points. Ah, quand je dis 20 sur 20 au bac, c'est aussi jamais oublier un petit argument. Hein. Il n'y a aucun argument qui doit être négligé. Ou théorème du point fixe. Oui, c'est vrai que s'il est quelqu'un l'a mis rapido là, c'est vrai que s'il est encore au programme, ce théorème, ça peut marcher. Moi, j'aime bien le faire comme ça en détaillant bien ce qu'il faut. On a donc f de L égale L. Or, grand A nous a donné une solution unique à f de x égale x sur moins 1 plus l'infini. Donc on trouve L égale 0. Hop. Et là, bon, ça a pris 1h15, mais on a notre bac avec 20 sur 20. Allez. Au final, après tout ce qu'on a vu, il y avait quand même des difficultés particulières, notamment, je trouve, dues aux maths expertes, qui font que c'était pas le sujet le plus difficile, mais j'ai trouvé quand même, mais après c'est peut-être l'évolution juste des mœurs, l'évolution peut-être du niveau général, qui fait que j'ai trouvé que c'était quand même un peu plus intéressant que le sujet 0. Donc je mets un timide B-C+, à vous de râler dans les commentaires. Enfin, je m'attribue le fait que j'ai eu un bac très très difficile. Là, c'est faux. Je le mets en B-C+, peut-être plus C+, que B-. Voilà. Vous me direz, vous pouvez râler, il n'y a pas de problème, c'est fait pour ça. Et cette liste va continuer de toute façon à s'updater dans les prochaines vidéos, prochains lives, il n'y a pas de problème, ça peut être déplacé, ça peut être discuté. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.